Chapitre 1. Les jardins de l'Alhambra. Le 15 septembre 1981, le jeune Jack Sawyer, debout à l'endroit où les vagues viennent mourir sur le sable, contemplait l'immuable océan Atlantique, les mains enfoncées dans les poches de son jean. C'était un garçon de 12 ans, grand pour son âge. Le vent du large, ébouriffant ses cheveux châtains, probablement trop longs, dégageait son grand front pur. Il était immobile, en proie à des sentiments contradictoires et douloureux qui le taraudaient depuis 3 mois, depuis le jour où sa mère avait fermé leur maison de Rodeo Drive à Los Angeles, et que dans un chambardement de meubles, de chèques et d'agents immobiliers, ils étaient venus à New York, où ils avaient loué un appartement à l'ouest de Central Park. De là, ils avaient pris l'avion pour cette calme station balnéaire située quelque part sur la minuscule côte du New Hampshire. L'univers de Jack était dépourvu d'ordre et de régularité. Sa vie semblait aussi instable et mouvante que l'océan houleux qu'il avait devant les yeux. Sa mère lui faisait traverser tout le pays, le trimballant d'un endroit à l'autre. Mais qu'est-ce qui faisait courir sa mère? Car elle n'arrêtait pas de courir, de courir. Jack se retourna et regarda la plage vide autour de lui. Il vit sur sa gauche le parc d'attractions Arcadia, dont le joyeux tintamarre retentissait du 31 mai au 1er septembre, et qui maintenant était désert et silencieux, comme un cœur entre 2 battements. L'immense charpente du Grand 8, avec ses montants et ses supports anguleux, comme autant de grands traits au fusain, se dressait contre le ciel morne. C'est là-bas que vivait son nouvel ami, Speedy Parker. Mais le jeune garçon ne pensait pas à lui pour l'instant. Il regardait à droite où se trouvait l'hôtel des jardins de l'Alhambra, et où ses pensées le ramenaient impitoyablement. Le jour de leur arrivée, Jack avait cru apercevoir un arc-en-ciel au-dessus du toit en croupe, percé de lucarnes de l'hôtel. Un heureux présage en quelque sorte. Une girouette tournait de droite à gauche droite, soumise à des vents contraires. Jack était sorti de leur voiture de location et, sans s'occuper des bagages, était resté planté, le nez en l'air. Mais il n'y avait pas d'arc-en-ciel au-dessus du coq en cuivre de la girouette. Le ciel était désespérément vide. Sa mère l'avait rappelé à l'ordre. « Allez mon grand, ouvre le coffre et sors les valises. Ta vieille actrice de mer a hâte d'être dans sa chambre et de boire un verre. »« Un martini élémentaire, » avait dit Jack. « Tu aurais pu dire « Tu n'es pas si vieille que ça », avait-elle dit en s'extrayant à grand-peine de la voiture. « Tu n'es pas si vieille que ça. » Elle lui avait lancé un regard perçant. Expression fugitive de l'arrogante Lily Cavanaugh Sawyer d'autrefois, la reine des séries B des années 60. « Je vais être bien ici, Jackie, » lui avait-elle dit en se redressant. « Tu verras, tout se passera bien. C'est un bon endroit. » Une mouette était apparue au-dessus du toit, et Jack avait eu, l'espace d'un instant, l'impression désagréable que la girouette s'était envolée. « Ici, au moins, il n'y aura pas de coup de téléphone, hein ?»« Bien sûr, » avait répondu Jack. Elle voulait échapper à l'oncle Morgan. Elle ne voulait plus se disputer avec l'associé de son mari défunt. Elle voulait se glisser dans son lit avec un martini élémentaire et tirer ensuite les couvertures sur sa tête. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» La mort était toujours présente. Elle rôdait partout. Au-dessus d'eux, la mouette avait poussé un cri. « Vamos, mon garçon, vamos !» lui avait dit sa mère. « Entrons au paradis. » Jack s'était alors dit « De toute façon, si les choses tournent mal, on peut toujours compter sur l'oncle Tommy. » Sauf que l'oncle Tommy était déjà mort, et que la nouvelle n'avait pas encore parcouru le gigantesque réseau de fils téléphoniques pour arriver jusqu'ici. L'Alhambra se dressait au-dessus de la mer, grand édifice victorien posé sur des blocs de granit qui prolongeaient le cap, clavicule rocheuse ensaillie sur les rares kilomètres du littoral du New Hampshire. De l'endroit où se trouvait Jack, sur la plage, les jardins tirés au cordeau de l'hôtel étaient à peine visibles. On apercevait seulement une haie vert sombre. Le coq de cuivre se découpait sur le ciel, pivotant de l'ouest au nord-ouest. Dans le hall de l'hôtel, une plaque commémorative rappelait que c'était là qu'avait eu lieu en 1838 la première réunion en Nouvelle-Angleterre de la conférence méthodiste des États du Nord pour l'abolition de l'esclavage. Daniel Webster y avait fait un long discours aussi inspiré qu'enflammé, dans lequel il avait déclaré « À dater de ce jour, sachez que l'esclavage en tant qu'institution américaine a commencé de péricliter, et qu'elle devra bientôt disparaître totalement de tous nos États et territoires. » C'était donc ce jour-là, la semaine dernière, qu'avait pris fin le chaos des quelques mois passés à New York. À Arcadia Beach,
Pas d'avocat à la solde de Morgan Sloat, qui jaillissait de leur voiture en agitant des papiers à signer, à classer absolument Madame Sawyer. À Arcadia Beach, les téléphones ne sonnaient pas de midi à 3 heures du matin. L'oncle Morgan paraissait oublier que les habitants du quartier Central Park West vivaient selon un horaire qui n'était pas celui de la Californie. D'ailleurs, les téléphones d'Arcadia Beach ne sonnaient jamais. Lorsqu'ils avaient traversé en voiture la petite ville balnéaire, sa mère conduisant avec concentration en clignant des yeux, Jack n'avait vu qu'une seule personne dans les rues, un vieux fou qui poussait nonchalamment un caddie vide sur un trottoir. Au-dessus d'eux, le ciel était gris, un ciel lourd et oppressant. Le contraste avec New York était saisissant. Il n'y avait ici que le bruit du vent qui mugissait dans les rues désertes. Elles-mêmes paraissaient bien trop larges, sans circulation pour les animer. Accrochées aux vitrines des boutiques vides, des pancartes annonçaient « Ouvert seulement le week-end » ou, pire encore, « Réouverture en juin ». Dans la rue qui menait à l'Alhambra, il y avait des centaines de places de parking disponibles et des rangées de tables vides à l'intérieur du salon de thé et de la confiture d'Arcadia, situé juste à côté. Et des vieux clodos qui poussaient des caddies dans les rues désertes. « C'est dans ce patelin que j'ai passé les 3 plus belles semaines de ma vie », lui avait dit Lily en dépassant le vieux bonhomme, qui se retourna d'un air soupçonneux et craintif, en marmonnant quelque chose que Jack ne comprit pas, et en s'engageant dans l'allée sinueuse qui traversait les jardins de l'hôtel. C'était donc pour ça qu'ils avaient entassé tout ce dont il ne pouvait se passer dans des valises, des sacoches et des sacs en plastique. C'était pour ça qu'ils avaient tourné la clé de leur appartement, ignorant la sonnerie persistante du téléphone qui les poursuivait par le trou de la serrure jusque dans le couloir. C'était pour ça qu'ils avaient bourré le coffre et le siège arrière de la voiture de boîtes et de sacs remplis à ras-bord et passé des heures à lambiner le long de Henry Hudson Parkway en direction du nord et à rouler péniblement sur la 1,95, parce que Lily Cavanaugh avait été heureuse ici autrefois. C'était en 1968, l'année qui précédait la naissance de Jack. Lily avait été nommée pour l'Academy Award pour le rôle qu'elle avait tenu dans Blaze. Blaze se démarquait nettement de la plupart des films dans lesquels elle avait tourné, et elle avait pu y faire preuve d'un talent beaucoup plus riche que ne le laissaient supposer les rôles de filles perdues auxquels elle semblait vouée. Personne, et Lily moins que quiconque, ne s'attendait à ce qu'elle obtînt un Oscar. Il n'en restait pas moins vrai que le cliché habituel concernant l'honneur d'être nominée s'avérait dans son cas. Elle se sentait véritablement profondément et sincèrement honorée. Et c'est pour célébrer ce moment unique de reconnaissance professionnelle que Phil Sawyer l'avait sagement emmené passer 3 semaines à l'hôtel des Jardins de l'Alhambra, à l'autre bout du continent, où ils avaient regardé la remise des Oscars à la télévision, dans leur lit, en buvant du champagne. Si Jack avait été plus âgé et plus intéressé par la question, il aurait découvert, en faisant la soustraction nécessaire, que l'Alhambra avait été le lieu même où sa vie avait commencé. Selon la légende qui courait dans la famille, Lily avait dit à son mari, tandis qu'on annonçait les nominations des meilleurs seconds rôles au micro, « Je te préviens que si j'obtiens ce truc-là et que je ne suis pas là-bas pour le recevoir, je danserai le cha-cha-cha en talons aiguilles sur ta poitrine. » Et en voyant que c'était Ruth Gordon qui avait obtenu le truc en question, elle s'était exclamée « C'est vrai qu'elle le mérite. Elle est formidable. » Et avait ajouté en donnant un grand coup de poing dans la poitrine de son mari, « Espèce d'agent à la manque, t'as intérêt à me dégoter un autre rôle comme celui-là. » Mais il n'y avait plus eu de rôle comme celui-là. Le dernier qu'elle avait tenu 2 ans plus tôt, après la mort de Phil, avait été celui d'une ex-prostituée cynique, dans un film intitulé « Les cinglés de la moto ». C'était cette époque que Lily évoquait maintenant, tandis qu'il sortait les lourds bagages du coffre et du siège arrière. Un sac d'Agostino s'était déchiré complètement au niveau du grand sigle AG, et un fouillis de chaussettes roulées, de photographies en vrac, de damiers, de pions d'échecs, de bandes dessinées s'étaient éparpillés un peu partout dans le coffre. Jack s'était débrouillé pour caler la plupart des objets dans les autres sacs, tandis que sa mère gravissait lentement les marches de l'hôtel en s'aidant de la rampe comme une vieille dame. « Je t'envoie le chasseur », avait-elle dit sans se retourner. Jack s'était redressé au-dessus des bagages bourrés à craquer et avait à nouveau regardé le ciel, où il était certain d'avoir aperçu un arc-en-ciel. Toujours pas d'arc-en-ciel, seulement ce ciel lourd et oppressant. C'est alors qu'il avait entendu derrière lui, parfaitement audible, une petite voix lui dire « Viens me voir ». « Quoi » avait-il demandé en se retournant. Les jardins et l'allée étaient déserts.
Oui, avait fait sa mère, penchée sur la poignée de la grande porte en bois. On aurait dit qu'elle avait un lumbago. Rien, avait-il répondu. J'avais cru entendre quelque chose. Il n'y avait pas eu de voix, et pas d'arc-en-ciel non plus. Ça lui était sorti de la tête quand il avait vu sa mère peiner contre la lourde porte de bois. « Attends, je viens t'aider !» s'était-il écrié. Il était monté maladroitement jusqu'en haut des marches, entraînant une grosse valise et un sac en papier rempli de chandail. Jusqu'à sa rencontre avec Speedy Parker, Jack avait passé ses journées à l'hôtel aussi inconscient du temps qui s'écoulait qu'un chien endormi. Il vivait un peu comme dans un rêve rempli d'ombres et de transitions inexplicables. Même la terrible nouvelle de la mort de l'oncle Tommy, enfin parvenue jusqu'à eux la veille, ne l'avait pas vraiment réveillé, aussi traumatisante qu'elle eût été. S'il avait été mystique, il aurait peut-être pensé que des forces étrangères s'étaient emparées de lui, et qu'elles manipulaient sa vie et celle de sa mère. Mais à 12 ans, Jack Sawyer était un garçon qui avait besoin d'activité, et ses journées passées à ne rien faire dans ce lieu désolé et sinistre, après le tohu-bohu de Manhattan, l'avaient profondément perturbé. Il se retrouvait sur cette plage sans savoir comment il y était venu, ni ce qu'il fichait là. Il supposait qu'il était venu pleurer la mort de l'oncle Tommy, mais son esprit endormi n'avait pas de prise sur son corps qui se débrouillait tout seul. Il n'arrivait plus à se concentrer assez longtemps pour suivre les comédies que Lily et lui regardaient le soir à la télé, et moins encore pour en garder le souvenir. Tous ces déménagements t'ont épuisé, lui avait dit sa mère en tirant profondément sur sa cigarette et en le regardant, paupières mi-closes à travers la fumée. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à te détendre, Jackie. C'est parfait ici. Profitons-en le plus possible. Sur l'écran, Bob Newhart, un peu trop rouge, regardait, obnubilé, une chaussure qu'il tenait dans sa main droite. « Fais comme moi, Jackie. » Elle lui avait souri. « Je me détends et je me laisse aller. » Il avait regardé sa montre. 2 heures pleines s'étaient écoulées depuis qu'il s'était installé devant la télévision, et il ne se souvenait de rien de ce qui avait précédé le programme qui passait maintenant. Jack s'était levé pour aller se coucher quand le téléphone s'était mis à sonner. Ce brave vieil oncle Morgan les avait donc retrouvés. Les nouvelles de l'oncle Morgan n'étaient généralement pas très bonnes, mais celle-ci donnait l'impression d'être une véritable catastrophe, même pour lui. Jack, debout au milieu de la chambre, avait vu sa mère pâlir à vue d'œil. Elle avait porté la main à sa gorge, où de nouvelles rides étaient apparues au cours des derniers mois. Elle n'avait pratiquement rien dit jusqu'à la fin, puis avait murmuré « Merci, Morgan », puis avait raccroché. Ensuite, elle s'était tournée vers Jack, l'air plus vieux et malade que jamais. « Il va falloir te montrer fort, hein, Jackie ?» Mais il ne s'était pas senti fort du tout. Elle lui avait alors dit en lui prenant la main « L'oncle Tommy a été renversé cet après-midi par un chauffard qui a pris la fuite. » Jack avait suffoqué comme si on lui avait arraché l'air des poumons. Il traversait le boulevard La Ciénega et une fourgonnette a foncé sur lui. Un témoin a vu qu'elle était noire avec l'inscription « Enfant sauvage » sur le côté. Mais c'est tout. Lily avait fondu en larmes. Tout de suite après, presque surpris, Jack s'était mis lui aussi à pleurer. Tout cela était arrivé il y avait seulement 3 jours. 3 jours qui lui paraissaient une éternité. Le 15 septembre 1981, le jeune Jack Sawyer, debout sur une plage déserte devant un hôtel qui ressemblait à un château de roman de Walter Scott, contemplait le vaste océan immuable. Il aurait bien voulu pleurer, mais les larmes refusaient de couler. Il sentait la mort autour de lui, la mort qui rôdait partout dans un monde sans arc-en-ciel. L'enfant sauvage avait arraché l'oncle Tommy de cette terre. L'oncle Tommy, mort à Los Angeles, trop loin de la côte Est, trop loin de chez lui. Même un gosse comme Jack savait ça, car un homme qui met une cravate pour aller manger un sandwich chez Arby n'a rien à faire sur la côte Ouest. Son père était mort, l'oncle Tommy était mort, sa mère était peut-être en train de mourir. Il sentait la mort jusqu'ici à Arcadia Beach, où elle lui parvenait par la voix de l'oncle Morgan. Quoi de plus banal et ordinaire que le sentiment de mélancolie qui s'empare de vous dans une station balnéaire en morte saison, où l'on ne rencontre que les fantômes des étés passés. Une mélancolie qui imprègne la texture même des choses, une odeur dans le vent.
Il avait peur. Il avait peur depuis longtemps. Le fait d'être ici, dans cet endroit si tranquille, lui en avait fait prendre conscience, l'avait aidé à comprendre que c'était peut-être la mort elle-même qui avait roulé sur la 1,95 depuis New York, en clignant des yeux à travers la fumée de cigarettes, en lui demandant de chercher une station de bop à la radio. Il se souvenait vaguement que son père lui disait qu'il était né avec un cerveau d'adulte, et pour l'instant il n'avait pas du tout l'impression d'être adulte. Il se sentait même très jeune. « J'ai peur, » se dit-il. « J'ai vachement peur. J'ai l'impression que ça va être la fin du monde. » Un vol de mouettes traversa le ciel gris au-dessus de lui. Le silence était aussi gris que le ciel, aussi lugubre que les cernes qui s'agrandissaient sous les yeux de sa mère. Lorsqu'il avait été se balader dans le parc d'attractions, où il avait rencontré Lester Speedy Parker, il ne savait plus très bien combien de jours il avait passé à errer comme un zombie. La pénible impression d'être dans l'expectative avait en quelque sorte disparu. Lester Parker était un vieux noir au visage buriné et aux cheveux gris crépus. C'était un homme ordinaire en dépit de son passé de musicien de blues itinérant. Les choses qu'il avait dites n'étaient pas non plus particulièrement extraordinaires. Pourtant, à peine Jack était-il entré dans le parc d'attractions et avait-il rencontré le regard clair de Speedy qu'il s'était senti soulagé. Il était redevenu lui-même, comme si un courant magique s'était établi entre le vieil homme et lui. Speedy lui avait dit en souriant « Eh bien, j'ai comme l'impression d'avoir de la visite. Le petit vadrouilleur est arrivé. Comment tu te sens, fiston ?» C'est vrai qu'il ne se sentait plus dans l'expectative. Il éprouvait une impression de liberté, alors qu'un instant plus tôt, il était encore comme engoncé dans de la laine mouillée, de la barbe à papa collante. Il crut voir une aura argentée autour du vieil homme, une petite auréole de lumière qui disparut dès qu'il cligna des yeux. Il remarqua alors que l'homme tenait dans la main le manche d'un lourd balai mécanique. « Comment tu te sens, fiston ? Ça va de plus en plus mal ou ça va mieux ?»« Mieux, » dit Jack. « Alors je crois que t'as bien fait de venir. Comment tu t'appelles ?» Speedy l'avait appelé le petit vadrouilleur ce jour-là, et Jack la vadrouille. Son grand corps anguleux appuyé contre la machine à balles-trappe, il avait enlacé le manche du balai comme s'il se fût agi d'une jeune fille dans un bal. « Eh bien, moi, je m'appelle Lester Speedy Parker, fiston. Tel que tu me vois aujourd'hui, j'ai été un grand vadrouilleur, moi aussi, dans le temps. Eh oui, Speedy en a fait du chemin. Il connaissait toutes les routes dans le bon vieux temps. J'avais un orchestre, fiston, et je jouais du blues, à la guitare. J'ai même fait des disques, mais je ne vais pas t'embêter en te demandant si tu les as entendus. » Il s'exprimait en rythme, marquant le tempo sur certaines syllabes. On aurait dit qu'il swingait en parlant. Il avait beau tenir un balai au lieu d'une guitare, c'était toujours un musicien. Après 5 secondes de conversation avec Speedy, Jack avait été sûr que son père, qui adorait le jazz, aurait apprécié la compagnie de cet homme. Pendant les 3 ou 4 jours qui avaient suivi sa rencontre avec Speedy, Jack avait passé la plupart de son temps avec lui, le regardant travailler, lui donnant un coup de main à l'occasion. Speedy lui avait demandé d'enfoncer quelques clous, de poncer 1 ou 2 piquets qui avaient besoin d'un coup de peinture. Ces simples tâches effectuées, selon les instructions du vieil homme, ne remplaçaient pas vraiment l'école, mais contribuaient à ce qu'il se sentît mieux. Jack considérait maintenant les premiers jours passés à Arcadia Beach comme une mauvaise passe, d'où l'avait sorti son nouvel ami. Car Speedy Parker était un ami, c'était certain. Tellement certain que cette amitié gardait pour Jack une grande part de mystère. En effet, depuis que le malaise de Jack s'était évanoui, ou depuis que Speedy l'en avait guéri d'un seul regard de ses yeux pâles, Speedy Parker lui était devenu plus proche que n'importe quel copain, hormis Richard Sloat, que Jack connaissait pratiquement depuis le berceau. Même à distance, la présence chaleureuse et bénéfique de Speedy suffisait à contrecarrer la terreur que lui inspirait la mort de l'oncle Tommy et la crainte de perdre sa mère. À nouveau, Jack eut la désagréable impression d'être manipulé, comme si un fil invisible les avait attirés, sa mère et lui, dans cet endroit abandonné au bord de la mer. Quelqu'un, quel qu'il fût, voulait qu'il se trouve là. C'était complètement dingue.
Il repensa au vieux clodo siphonné qui parlait tout seul en poussant un caddie vide sur le trottoir. Une mouette poussa un cri, et Jack se promit de s'obliger à parler de ce qu'il ressentait à Speedy Parker, même si celui-ci pensait qu'il était complètement barjot, même s'il se moquait de lui. D'ailleurs, il ne se moquerait pas, Jack le savait au plus profond de lui-même. Ils étaient amis désormais, et ce dont Jack était certain, c'était qu'il pouvait dire presque n'importe quoi au vieux gardien. Mais il n'était pas encore prêt. Tout ce qui se passait était trop dingue, et il n'y comprenait pas grand-chose lui-même. C'est presque à contre-cœur que Jack tourna le dos au parc d'attractions, et qu'il se mit péniblement en marche sur le sable, en direction de l'hôtel.